Vendredi 18 août 2023, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur ESAE TV. Voici le sommaire. La Banque arabe pour le développement économique en Afrique a renouvelé son engagement à accompagner la zone industrielle de Glodjigbi. L'objectif du gouvernement est de faire du Bénin un hub industriel et d'assurer la transformation des produits agricoles notamment. L'Institut des artisans de justice et de paix a organisé le jeudi 17 août 2023 une conférence débat sur les droits de l'homme au Champ d'Oiseaux de Cotonou. Cette assise, animée par 3 panélistes, a permis de mener des réflexions sur plusieurs thématiques. On en parle dans ce journal. Réunis à Accra au Ghana depuis le jeudi 17 août 2023, les chefs d'état-major de la CEDEAO ont réparti la force en attente devant conduire à l'intervention militaire envisagée au Niger pour le rétablissement à l'ordre constitutionnel. Prévue pour durer 2 jours, cette première journée de concertation a porté sur 2 points majeurs. Des détails dans un instant. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom. À nouveau, bonsoir, ravi de vous retrouver. La Banque arabe de développement économique en Afrique, BADEA, a renouvelé son engagement à accompagner la zone industrielle de Glodjigbi. En créant la zone industrielle de Glodjigbi, l'objectif du gouvernement est de faire du Bénin un hub industriel et d'assurer la transformation des produits agricoles notamment. Au terme de sa visite à la G10, le président de la BADEA, Sidi Ould Taha, a salué la vision stratégique du président Patrice Talon, pas seulement pour le Bénin, mais pour toute l'Afrique. Pour le chargé de mission du chef de l'État, Dr Zulkifl Salami, la visite du président de la BADEA sur le site de la G10 est un facteur déterminant pour accompagner les réalisations déjà remarquables à Glodjigbi. Drame dans la commune de Dogbo, département du Koufo, une femme jette l'enfant de sa coépouse dans un puits. Porté disparu depuis mercredi dernier en soirée, le corps de la victime a été retrouvé par les riverains qui voulaient puiser de l'eau dans le puits. Suite au constat, la coépouse à la génitrice de la victime a été suspectée. Abreuvée de questions, elle passe finalement aux aveux. Selon les informations, tout serait parti d'une dispute de coépouse. La première femme du ménage en voulait à la mère de la victime, la nouvelle épouse. C'est à l'arrivée de cette dernière que l'époux a décidé de renvoyer la première et donc la fillette en a fait les frais d'une jalousie de coépouse. Cette édition se poursuit. L'Institut des artisans de justice et de paix a organisé le jeudi 17 août 2023 une conférence débat sur le thème « Promotion de la démocratie au service du développement humain, une question des droits de l'homme au Champ d'Oiseaux de Cotonou ». Cette assise animée par 3 panélistes a permis de mener des réflexions sur les thématiques. Reportage à Nedo.
Démocratie, développement humain et droits de l'homme étaient au cœur des échanges à l'Institut des artisans de justice et de paix, IAJP. Le panel composé du président du FONAC, Jean-Baptiste Elias, du professeur Dodi Hippolyte Amouzouvi et de la présidente du conseil d'administration de l'ONG ADF Bénin, Mariama Baba Moussa, a débattu sur le thème « Promotion d'une démocratie au service du développement humain, une question des droits de l'homme ». Sur cette thématique, les panélistes et le public ont fait plusieurs réflexions. L'essentiel à l'entame a été de connaître les droits de l'homme. Nous avons le droit de l'homme, le droit à la vie, le droit à l'intégrité physique, le droit d'accès à l'information, nous en avons parlé tout à l'heure, le droit à la liberté de manifester, le droit à la liberté de circuler, le droit à un procès équitable, tout à l'heure, on en a parlé. Le droit de la liberté de la presse. Le droit de ne jamais être soumis à la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains et dégradants. Le droit à la santé. Le droit à l'éducation. Le droit à l'accès à l'eau potable. Le droit à la propriété. Le droit au travail. Le droit de nos amis, les femmes, le droit des enfants, le droit des personnes en situation de handicap. À l'issue de divers échanges auxquels le public a participé activement, plusieurs grands points ont été évoqués, notamment la réinvention de la démocratie. Je persiste et je signe que nous devons inventer la démocratie chez nous en Afrique. Si nous ne l'inventons pas, que ferions-nous? Aller prendre ce que les autres ont fait en Grèce, aux États-Unis, en France, en Russie, en Chine, alors que les différents pays que j'ai cités n'ont pas la même modalité, la même réalité. Nous allons prendre ça pour venir nous l'appliquer. On sera étranger à cela. J'insiste pour dire, la démocratie s'appuie sur des valeurs universelles. C'est ça, les valeurs universelles, elles passent partout. La mise en place et l'application de ces valeurs doit être à la sauce locale. Autrement, on va rentrer dans ce que j'ai dit, malentendu, entendu. On ne fera pas la démocratie. C'est un nom qui est devenu un patrimoine mondial, mais son application, son effectivité est obligée d'être locale. Nous avons des réalités culturelles et moi, plaquer ce qui vient de l'Occident directement, vraiment, je ne suis pas d'avis. Il faut concevoir une démocratie à l'africaine en tenant compte de nos cultures. Nous avons des cultures. Nous n'avons rien à envier aux Occidentaux. Le doyen honoraire Massim Dacruz, fidèle participant, a invité le public présent et tout le peuple béninois à l'intégrité et au don de soi. Quand on est responsable, c'est pour servir. Ne l'oublions pas. Nous avons chacun de nous une obligation de redevabilité. Les principes sont là. Faisons l'effort de les appliquer nous-mêmes. N'ayons pas peur de dire ce que nous pensons à ceux qui sont nos amis. Les assises ont pris fin sur une note de satisfaction pour l'Institut des artisans de justice et de paix IAJP. Les participants se donnent ainsi rendez-vous pour le mois de septembre pour les cercles de réflexion autour de la démocratie, du développement humain et des droits de l'homme. L'ONG Benevi Wadagbe a donné à 130 femmes de Agosoudia des attestations de fin de formation à des pratiques génératrices de revenus au bout de 3 mois de formation. Cette cérémonie a eu pour cadre la Maison du Peuple de Abomey-Calavi le 29 juillet dernier. Le reportage est signé Carles Kitome. C'est vraiment une action de grâce que nous devons rendre à notre Dieu. C'est vraiment magnifique. Nous remercions beaucoup l'ONG Benevi Wadagbe d'avoir donné cette opportunité pour les femmes d'Agonsoudia. Gratitude, c'est le maître mot des femmes du village d'Agonsoudia à l'endroit de l'ONG Benevi Wadagbe qui a organisé cette formation à leur profit. L'ONG Benevi Wadagbe a eu une action le samedi, le 29 du mois passé, du mois de juillet. Nous avons eu à donner l'attestation à 130 femmes
qui ont été formés en fabrication de savons liquides, et déodorants et tout ce qui concerne ce qu'on utilise dans la maison en général, voilà, et d'autres en fabrication des gâteaux, des petites choses qui peuvent les permettre de subvenir à leurs besoins. À cette cérémonie de remise d'attestation, Augustin Kebo, le chef de l'arrondissement de Akasato, a lui aussi remercié les organisateurs avant d'exhorter les bénéficiaires à savoir tirer profit des acquis. L'ONG Bénin Vie Ouadagbe est actuellement à la recherche des bonnes volontés capables de financer le démarrage des activités des bénéficiaires. Ceci en se préparant pour poursuivre les formations au profit des villages qui en ont exprimé la demande. Qu'aurait été le royaume de Dahomey sans la détermination de ces braves guerriers qui font trembler le peuple, les Agodiers? On parle société à présent. Les chaînes de cheville, aussi appelées bracelets de cheville, sont des bijoux dont le port est une pratique courante qui existe depuis des siècles dans diverses cultures du monde entier. Bien que de nombreuses personnes portent des chaînes de cheville, la signification de ce bijou peut changer selon les pays et les différentes époques. L'imam Bachirou Lassissi, professeur de la langue arabe, expose au micro de Nansirine Fatoumbi et Francis Farami la signification spirituelle du port des chaînes de cheville, gauche ou droite. Suivez plutôt. Moi, je ne sais pas l'intention de cet habillement ou bien de cette manière de porter ces chaînes. Mais si vraiment ça rentre dans le cadre de la beauté pour qu'elle se montre belle devant son mari, bon, je ne peux pas dire que c'est interdit, mais ce qui est tellement remarquable aujourd'hui est que c'est tout comme ça un message, c'est un signe que nous peut-être on comprend à travers cette manière de s'habiller. Alors ce que moi je vais dire, parce que directement en islam on ne peut pas trouver ces adorations ou bien un jugement direct à cela, c'est une manière analogique que nous allons essayer de dire. Tout d'abord, celui qui veut porter cette chaîne au pied doit nécessairement avoir son intention. Quelle est son intention? Si l'intention est que ça rentre dans la beauté pour que son mari soit attiré d'elle, et si c'est au niveau du pied, bon, moi, je ne comprends pas pourquoi cela. Bon, l'intention qui était très, très importante. Le second, c'est que, quel que soit X, si elle porte cela, ça ne doit pas être exposé à qui que ce soit si ce n'est pas son mari. Si c'est au niveau de la maison et qu'il est à la maison avec son mari, avec une manière de s'habiller attirante et qu'il y a des chaînes partout aux pieds, au cou, au bras, à la hanche, donc n'empêche pas parce que c'est son mari, elle a tout le droit, le plein droit de l'attirer par plusieurs manières. Alors, mais lorsqu'elle porte la chaîne au pied et que cela doit être exposé parce que le pied de la femme aussi fait partie de la nudité chez nous en islam, surtout le pied. Au niveau de la plante de pied, les gens ont beaucoup discuté, c'est pourquoi on trouve d'autres femmes qui portent des chaussettes pour fermer la plante du pied. Mais le pied même, là où ils portent les chaînes, c'est une nudité, ça doit être caché. Alors si cela doit être caché, pourquoi je vais porter pour l'exposer? Donc ce que nous venons de dire, c'est que la femme doit voir si c'est qu'elle va la porter au niveau de la maison pour attirer son mari et au niveau de la chambre, ça ne doit pas être exposé à n'importe qui. Alors nous l'apprécions, mais si c'est pour la beauté, pour sortir, je ne vois pas l'utilité là, parce que si elle porte ça, qui va le voir? Normalement, son corps doit être couvert et que cela ne doit pas être exposé à qui que ce soit si ce n'est pas son mari. En Afrique, le port des perles à la hanche va au-delà de l'arme de séduction qu'on lui attribue trop souvent. Mais si cette habitude traverse les générations sans disparaître, elle fait de plus en plus l'objet de bien de controversations selon les religions, les coutumes et les préférences de chacun.
À cet effet, l'islamologue El Hadj Lassisi Bachirou, professeur des langues arabes, nous expose le sens et l'utilité que révèle le port des perles à la hanche dans la religion musulmane. Il s'exprime au micro de Nansirine Fatoumbi et Francis Farani. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La beauté, la propriété fait partie d'une adoration qui est au cœur de l'islam. Le prophète a dit « At-tuhur shatrul iman ». La pureté, la propriété fait partie de la moitié de la religion. Et beaucoup de versets coraniques et de paroles du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous attirent à la propriété et la beauté. Et l'islam a laissé la femme comme une créature que l'homme doit nécessairement prendre soin d'elle. Et il a exigé que la femme reste à la maison et qu'elle s'habille d'une meilleure manière, d'une bonne manière, et pour qu'elle essaie de faire sortir sa beauté et sa propriété vis-à-vis de son mari. C'est pourquoi l'islam a permis à la femme de porter les parures, de l'or, les bracelets, des chaînes au cou, tout ce qui peuvent rentrer dans le cadre de sa beauté. Et lorsque la femme s'habille de cette manière et qu'il place ces objets de beauté, l'islam l'accepte et l'encourage de la faire comme ça. Pourquoi? Parce que même le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit si par exemple quelqu'un sort parmi vous et qui voit une femme belle au dehors, qui revienne à la maison, regarde bien sa femme, ce qu'il a trouvé chez l'autre femme, il l'enverra chez sa femme. Pour nous dire que porter les perles, c'est une recommandation que je vais dire, l'islam n'est pas contre cela. Si la femme va la porter et que ça va rentrer dans le cadre de la beauté et que son mari sera tellement attiré à cela, l'islam ne l'interdit pas. L'islam ne l'interdit pas, mais seulement que là où c'est un peu compliqué, et que ce port ne doit pas être exposé à d'autres hommes à part son mari. Lorsque la femme porte ses colliers, ses perles, surtout que les perles doivent être portées au niveau de la hanche, et que la hanche fait partie des nudités que personne d'autre ne peut pas voir, sauf si c'est un mari. On parle sport à présent. Les compétitions interclubs de la Confédération africaine de football, CAF, font leur retour ce week-end. En Ligue des Champions, le représentant béninois Coton Football Club s'active pour la réception des Ivoiriens d'ASEC d'Abidjan le dimanche 20 août à Cotonou. À 48 heures du match, l'équipe a pris des repères sur l'aire de jeu du stade général Mathieu Kérékou dans la matinée de ce vendredi. Point sur la préparation des champions du Bénin avec Seton Delarios à Diagueno. Au moment d'aborder sa deuxième expérience en Ligue africaine des champions, Coton Football Club prépare ses retrouvailles avec ASEC d'Abidjan dans la sérénité, concentration, application et rigueur. Les joueurs s'attellent à affûter leurs armes sous la houlette du staff technique. Cette préparation, déclinée en 3 phases, s'est bonifiée avec la participation de l'équipe au West Africa Champions Cup en Guinée-Conakry. On s'est préparé déjà depuis maintenant un petit mois avec le tournoi. On a joué des équipes qui ont été championnes dans leur pays, donc des bonnes oppositions. Et donc on va essayer naturellement déjà de gérer ce premier match en essayant naturellement de le gagner. Revenir de Conakry avec le trophée, ça galvanise le troupe déjà et le moral est bien haut. Nous sommes conscients de l'enjeu du match, du dimanche contre la SEC parce qu'on a perdu
l'année passée contre eux. Et c'est une occasion pour nous de se racheter devant notre public. Ça ne serait pas mal facile. Le groupe est hyper confiant, hyper motivé et je crois que le dimanche, on finira victorieux. Pour relever le défi, le double champion en titre du Bénin s'est renforcé dans quelques secteurs de jeu. Sans pour autant chambouler son ossature, de la défense en attaque, les dirigeants ont signé de nouveaux joueurs provenant des clubs locaux comme étrangers. C'est vrai que j'ai pu voir qu'on change. Non, il ne faut pas se tromper. Quand j'ai aligné ma dernière équipe pour jouer la finale du tournoi en Guinée, il y avait quand même 9 joueurs de l'année dernière. Donc on a fait des efforts, je dirais plus au milieu de terrain, pour apporter encore, je dirais sur le plan technique, apporter un peu plus de calme, plus de poser le pied sur le ballon, pour que techniquement on perde peut-être un peu moins de ballons et qu'on soit beaucoup plus serein sur le plan offensif pour se procurer, mais surtout pour donner de bons ballons à nos attaquants. Hormis la mise en place de l'équipe, le staff technique a assuré également la veille informationnelle sur les MIMO. On a pu voir un petit peu, on s'est un peu renseigné, mais bon, c'est un petit peu moins stratégique que l'année dernière parce que bon, on avait eu plusieurs fois des images comme là, ils ont joué la Coupe d'Afrique, ils ont été jusqu'en demi-finale. Bon, il y a beaucoup de changements. Bon, on les connaît maintenant, hein, je veux dire, sur 2 matchs. On connaît les qualités et les défauts de cette équipe. Donc à nous maintenant de pouvoir en profiter. Et puis naturellement, nous de notre côté, avec une année d'expérience, leur poser encore plus de problèmes, mais surtout gérer ce premier match à la maison et naturellement le gagner. Pour ce faire, le technicien français n'entend pas que son équipe fasse de calculs, mais plutôt joue son va-tout du coup d'envoi au coup de sifflet final. Toujours dans le même registre, Victor Zvonka, l'entraîneur des Cotonniers, fait le point sur le recrutement effectué aux fins de renforcer l'équipe. Suivez plutôt. On a surtout recruté sur le plan de la défense, mais sur le côté gauche, puisqu'on avait, je pense, un petit manque de ce côté-là avec un pur gaucher. Après, on a essayé, Bawa étant parti, même s'il était resté, on a pensé à améliorer aussi notre milieu de terrain. Bon, Uche est resté, Romaric va revenir tout doucement. On a récupéré Ba du Sénégal, on a récupéré Jean qui vient de la Guinée, qui était le capitaine de l'équipe de la CHAN. Voilà, après sur le plan offensif, on a récupéré Idriss devant qui va remplacer Razak qui voulait connaître autre chose au bout de 2 ans. Donc voilà un petit peu le recrutement qu'on a fait. Donc c'est vrai qu'on pensait qu'on allait changer notre équipe. Il y a Hippolyte aussi qu'on a recruté pour jouer sur le côté droit ou peut-être en numéro 10. Le second représentant des Béninois en compétition africaine cette saison, AS Lotto défié. Pour sa part, les Marocains de FUS Rabat au premier tour préliminaire de la Coupe de la Confédération dans la soirée du dimanche 20 août prochain. Les vice-champions du Bénin ont déjà rallié la terre marocaine depuis quelques jours. Le sifflet béninois va également retentir ce samedi 19 août 2023 dans les travers de Pelé Stadium de Kigali. L'arbitre FIFA Stanislas Ahomlanto va officier le match entre APR du Rwanda et Gadidka FC de Somalie, comptant pour le premier tour préliminaire de la Ligue africaine des champions. Il sera assisté de ses compatriotes Augustin Koubemede comme premier assistant, Sylvain Ogundeji, deuxième assistant, et Rafiou Ligali en tant qu'arbitre de réserve. À quelques jours de leur expédition pour la 2e édition Nantes International Handball Cup 2023, la délégation béninoise a effectué les derniers réglages dans la soirée d'hier, jeudi 17 août 2023, au Hall des Arts, Loisirs et Sports de Cotonou. Au terme de leur entraînement, l'encadreur principal Jean Hungbelayon et Rodolphe Hunderoto, capitaine de l'équipe, ont fait le bilan de la préparation et faire des projections sur le tournoi. Ils sont au micro de Colombe Oussou. Je suis satisfait par rapport à ce que je suis en train de voir aujourd'hui. Il nous reste maintenant, on va se reposer un peu pour aborder le championnat. Je pense que ce serait très intéressant là-bas. Nous sommes en train de travailler les cas typiques, d'accord. On est pratiquement dans la période de compétition.
On est en train de jouer en tenant compte du temps de jeu là-bas, et du temps global et du temps dans la journée. Dans une journée, nous aurons à faire 2 fois 20, 3 matchs, donc c'est pas petit. Et je pense qu'on est prêt. Les réglages sont au niveau maintenant des cas typiques, infériorité numérique, comment on peut jouer, supériorité numérique, comment on peut jouer en attaque, en défense. Donc c'est ces éléments-là que nous sommes en train de travailler avec les enfants et de peaufiner. On avait dit au début qu'on allait tout faire pour mettre en place un projet de jeu. Un projet de jeu suppose une organisation défensive, suppose une organisation offensive, à la taille de ceux que nous voulons rencontrer là-bas. Parce qu'il y a une équipe qui est allée, et cette année, une autre équipe. Je pense que quand nous allons revenir par rapport aux objectifs de la fédération, c'est voir comment ces 2 groupes peuvent se mettre ensemble pour avoir un bon groupe de cadets, histoire d'aller progressivement pour que demain, quand on en parle bien de notre pays en matière de handball masculin. Et la même chose se fera au niveau des féminins, parce que le président de la fédération est en train de mettre tout en œuvre pour que la sélection de base, à savoir aller chercher les enfants dans les classes sportives, c'est ce qui est important, parce qu'il y a quelque chose qui est fait. Et avant, c'est que nous prenons les enfants de nulle part, mais aujourd'hui, par exemple, il y a un bon début, un bon départ, et c'est normal que la fédération ait vite compris qu'il faut les prendre et les mettre dans la moule en même temps. Dans le groupe, il y a vraiment de l'harmonie, on se parle, on rit, on fait des blagues, on fait des comédies, on rit, on chante aussi même. Mais le prospect est que quand on est au terrain, là, tout le monde se concentre. Et c'est ça que j'aime beaucoup chez mes amis. Quand on est au terrain, on se concentre, on sait pourquoi on est venu. On n'est pas venu pour s'amuser. Parce que l'objectif est devant, le jeu est fini. Et on a besoin de la force aussi nécessaire pour mieux battre les blancs là-bas. Ils sont seulement longs, mais ils ne sont pas rapides. Donc on est obligé d'utiliser notre rapidité pour mieux les battre là-bas. Et je crois que si mes amis peuvent respecter, mes coéquipiers peuvent respecter tout ce que le coach est en train de dire comme consigne, on peut y arriver à battre les blancs. Parce que l'objectif principal, c'est de ramener le trophée au Bénin. Rappelons que le départ de l'équipe béninoise pour l'Hexagone est prévu pour le dimanche 20 août prochain. À l'échelle internationale, réunis à Accra, au Ghana, depuis le jeudi 17 août 2023, les chefs d'état-major de la CEDEAO ont reparti, la force en attente devant conduire à l'intervention militaire envisagée au Niger pour le rétablissement de l'ordre constitutionnel. Prévue pour durer 2 jours, cette première journée de concertation des patrons des armées des pays membres de la CEDEAO a porté sur 2 points majeurs, à savoir le choix de la date de l'intervention et les conditions d'intervention. Selon le chef d'état-major du Ghana, les États membres vont mettre en place une mission de soutien et de stabilisation et accomplir leurs tâches dans un chronogramme raisonnable. Voilà, chers internautes, c'est sur ces mots que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur EZAE TV.